Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Vive émotion dans l'État américain du Michigan. Parents, amis et leaders de la lutte contre le racisme réunis à Grand Rapids pour les funérailles de Patrick Lyoya, jeune réfugié congolais tué lors d'un contrôle routier. Le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits civiques ici aux États-Unis, a prononcé un éloge funèbre à la demande de la famille. Ultimes heures de campagne pour le second tour de la présidentielle en France. Les électeurs sont appelés à faire leur choix ce dimanche. Prolonger de 5 ans le bail du chef de l'État sortant, Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée, ou le remplacer par Marine Le Pen, la candidate du Front National. Nous le saurons dans 2 jours. Au Mali, la junte campe sur son calendrier de transition de 2 ans, alors que les partenaires du pays réclament la tenue des élections en 16 mois maximum. Après 3 mois de pourparlers infructueux, le gouvernement se dit contraint de mettre en œuvre dès maintenant le plan du colonel Assimi Goïta, l'homme fort de Bamako. L'émotion est donc à son comble dans la ville américaine de Grand Rapids, où les funérailles de Patrick Lyoya ont eu lieu tout à l'heure. Le jeune réfugié congolais de 26 ans a été tué lors d'un contrôle routier au début de ce mois. Sa mort a notamment provoqué des manifestations dans l'État du Michigan. Le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, a prononcé un éloge funèbre lors de cette cérémonie d'hommage à Patrick Lyoya. Sur place, le reportage de nos collègues Thierry Kaoré et Marius Murunga. La communauté noire de Grand Rapids et plusieurs personnalités de la lutte antiraciale aux États-Unis se sont réunies aujourd'hui à l'église Renaissance Church of God pour rendre un dernier hommage à Patrick Lyoya. Ce jour, c'est un jour de remords. Nous, la communauté congolaise, nous sommes très tristes à cause de l'événement qui s'est passé le 4 avril, de l'assassinat de Patrick Lyoya. Nous avons cherché l'avocat qui avait défendu George Floyd, Benjamin Crump. Il est très fort et il n'a jamais échoué. Soyez sûrs que Ben Crump va réussir. Il y aura une justice pour Patrick Lyoya. Ça, je vous garantis. Hier, une manifestation du groupe Black Lives Matter a eu lieu à Lansing, à 1 heure de Grand Rapids, pour demander justice pour Patrick Lyoya. Dans le monde entier, on connaît que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays des droits. Je peux dire que dans le monde entier, c'est le pays leader pour les droits de l'homme. Maintenant, nous demandons aussi que ces droits soient à notre enfant, qu'on fasse la justice vis-à-vis de ce qu'ils connaissent et à propos de ce qu'on a fait à la mort de notre enfant. Entre-temps, les souvenirs de Patrick restent encore frais dans la tête de ses parents, comme si c'était hier. Et Patrick était vraiment mon fils. Et souvent quand il m'appelait et dès que je décroche le téléphone, son appel, il me disait « Papa, toi tu ne vas pas vieillir. Tu vois, souvent je me sens comme si je suis devenu ton frère. » Et cela me donnait vraiment la force et la vigueur. Et Patrick était là. C'était difficile de se voir quand il était en colère, quand il était fâché, puisque même quand il était fâché, tu vas le voir en train de sourire. C'est pourquoi même dans mon cœur, jusqu'à présent, je ne parviens pas à croire que Patrick est mort. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ce monde qui pourra me faire oublier cette douleur. Ce qui m'est arrivé ne me donne plus envie de rester dans le pays. J'ai juste envie de retourner chez moi malgré la guerre. Il n'y a rien, alors rien qui peut remplacer mon fils. Patrick me manquera toute la vie. Marius Murunga que nous retrouvons en direct d'emblée du Michigan. Marius, bonsoir.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tout le monde. Désolé pour ces bruits de fond, il y a une voiture qui est juste derrière moi. Effectivement, on peut l'entendre. Vous êtes à Grand Rapids où il pleut et où il fait très froid en ce moment, on le comprend. Alors Marius, les funérailles se sont donc déroulées tout à l'heure sur fond d'appel à ce que le nom de l'agent impliqué soit rendu public. Nous l'avons déjà dit, une enquête est en cours. Que disent les autorités locales à ce propos ? Alors jusque-là, Jacques, tous les efforts que nous avons faits pour essayer d'obtenir des déclarations de la part des autorités locales de Grand Rapids sont passés en vain. Jusqu'au moment où je vous parle, la police, les autorités locales ne se sont pas exprimées à ce sujet. Ils attendent tous les résultats des enquêtes qui sont en cours. Entre-temps, la communauté africaine et congolaise en particulier s'est déplacée très nombreux. Ils étaient très nombreux ici, tous réclamant pour justice pour Patrick Lyoya sous cette pluie qui s'abat ici dans la ville de Grand Rapids. Marius Munga, aux côtés de Thierry Kaoré, vous étiez en direct de la ville de Grand Rapids dans l'État américain du Michigan. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci. Ailleurs dans l'actualité, Moscou indique chercher le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass, près de 2 mois après le début de l'invasion de ce pays par l'armée russe, laquelle est accusée par l'ONU d'actions pouvant relever de crimes de guerre. Pour sa part, Kiev, qui a obtenu ces derniers jours davantage d'aide en armement des pays occidentaux, continue d'assurer qu'elle peut repousser les troupes du Kremlin hors de son territoire. D'autres développements avec Philippe Crowther de la ville ukrainienne de Lviv. Des trous creusés près de Mariupol mettent en évidence la sauvagerie d'une guerre qui ne montre aucun signe de ralentissement. Des officiels ukrainiens parlent de nouvelles fosses communes. Une société américaine d'imagerie par satellite a publié des photos qui, selon elle, montrent plus de 200 tombes dans une ville près de Mariupol. Les autorités locales accusent la Russie d'y enterrer des milliers de civils. Mariupol a connu certaines des pires souffrances de la guerre et ces images satellites en sont encore une indication. Sur ces images, de longues rangées s'étendent à partir d'un cimetière existant à Manouche, à l'extérieur de Mariupol. Les officiels locaux accusent la Russie d'enterrer jusqu'à 9000 civils ukrainiens dans le but de dissimuler le massacre qui se déroule dans la ville portuaire. Mariupol est assiégée depuis les premiers jours de la guerre. Il n'y a pas eu de réaction immédiate du Kremlin sur les images satellites. Lorsque des forces communes et des centaines de civils morts ont été découverts à Boutcha et dans d'autres villes autour de Kiev après le retrait des troupes russes il y a 3 semaines, Vladimir Poutine avait parlé de fake news. La publication des images de Mariupol intervient au lendemain du jour où le président russe Vladimir Poutine a revendiqué la victoire dans la bataille pour la ville, même si environ 2000 Ukrainiens restent enfermés dans une aciérie géante. Poutine a ordonné à ses troupes de ne pas prendre d'assaut la forteresse, mais de la boucler, dans le but apparent de libérer des troupes pour la campagne plus large à l'est. Philippe Crowther pour VOA Afrique, Lviv. En France, dernières heures de la campagne pour le second tour de la présidentielle. Près de 49 millions d'électeurs sont appelés à voter ce dimanche 24 avril. Le chef de l'État sortant, Emmanuel Macron, et sa rivale Marine Le Pen jettent ce vendredi leurs ultimes forces dans la bataille, avec en ligne de mire un choix entre 2 projets et 2 visions du monde radicalement opposées. De Paris, le reportage de notre correspondante Ekia Badou. Ce groupe distribue des tracts depuis 7h30 du matin à la gare de Nogent-sur-Marne en région parisienne. Et s'ils se nomment les marcheurs, c'est parce qu'ils sont des sympathisants du parti La France en marche d'Emmanuel Macron. Pour eux, le président sortant est le meilleur candidat pour ce second tour des élections présidentielles. Moi, c'est le seul candidat qui peut faire face aux difficultés qu'on connaît, notamment avec ce qui se passe en Russie, notamment avec aussi ce... Surtout face à une candidate qui exprime la division en France. Emmanuel Macron représente un candidat qui veut la réconciliation des Français et faire travailler tous les Français. Et donc, pour l'avenir de la France, je suis là aujourd'hui. Pour d'autres, voter le président sortant est totalement impossible. Je ne vais pas voter Emmanuel Macron parce que je n'ai jamais voté. Non, j'ai jamais voté pour lui et que je pense que
Il a fait 5 ans et on a vu ce que ça a donné. Et je pense que la France mérite mieux. En fait, Marine ne me fait pas peur. Parce que déjà, pour moi, je pense qu'il faut essayer autre chose que ce qu'on a toujours eu. Elle ne me fait pas peur. De toutes les façons, qu'est-ce qu'elle va faire de moi, ce que j'ai jamais subi ici en France? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 12,8 millions d'inscrits sur les listes électorales s'étaient abstenus de voter. Cela représente un quart des votants. Et reste à savoir si les Français se mobiliseront davantage dimanche pour départager Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sur le continent africain, la junte au pouvoir au Mali défie ses partenaires régionaux. Bamako dit donner le coup d'envoi à un processus de transition de 2 ans. Il s'agit d'un pied de nez à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui demande au colonel malien de tenir des élections en 16 mois maximum. Davantage avec Blanche Sanou. La junte au pouvoir au Mali s'est engagée dans un processus de transition pour les 2 années à venir, selon le Premier ministre Choguel Maïga. Mais il rassure que les discussions ne sont pas rompues avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui presse la junte de rendre rapidement le pouvoir aux civils. La preuve est faite par A plus B qu'on ne peut pas aller en deçà des 24 mois, sauf si on décide de reporter ou de ne pas faire jusqu'au bout certaines actions. Nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler. L'armée française a remis cette semaine aux forces armées maliennes les clés de la base de Gossi dans le nord du pays. Une étape majeure du départ de la force anti-djihadiste Barkhane. Après 3 années de présence permanente sur Gossi et 8 détachements successifs, Barkhane transfère aujourd'hui cette base opérationnelle avancée à ses partenaires maliens. Les militaires au pouvoir se sont rapprochés de Moscou en même temps qu'ils se détournaient de la France, engagée militairement dans le pays contre les djihadistes depuis 2013. Dans un climat de tension croissante entre Bamako et l'ONU, qui demande en vain de pouvoir enquêter dans des zones où des éléments de l'armée malienne ont été accusés ou soupçonnés d'avoir mené des exactions contre les civils, la présence des Russes alimente des interrogations sur l'avenir de la mission des Nations Unies au Mali, dont le mandat est censé être renouvelé en juin. Je ne crois pas qu'il y aura des changements notables dans le mandat de l'administration. Mais il faut qu'on se mette dans la tête que notre souveraineté, notre indépendance, notre défense, notre sécurité, c'est notre armée seule, appuyée par moment par nos partenaires qui peuvent l'assurer. Comme la Guinée et le Burkina Faso, le Mali est toujours mis sous pression par la CEDEAO. L'organisation régionale a suspendu les 3 pays de ces instances et impose de lourdes sanctions économiques au Mali. Dans l'actualité également, Grace, Betty, Arthur, puis Hermine. Pour la première fois, 4 enfants du défunt chef de l'État gabonais, Omar Bongo, ont été mis en examen en France dans le dossier vieux de 15 ans des biens mal acquis gabonais dans l'Hexagone. Le juge financier Dominique Blanc a donc mis en examen Grace, 58 ans, Betty, 55, Arthur, 51, puis Hermine Bongo, 53 ans, pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive et d'abus de biens sociaux. Après la mise en examen de la banque française BNP Paribas en mai de l'année dernière, c'est une nouvelle accélération dans cette enquête déclenchée il y a 15 ans. D'autres enfants parmi les 54 d'Omar Bongo pourraient suivre. L'Italie a conclu à Brazzaville un accord d'approvisionnement en gaz à partir du Congo en vue de sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie, pays en guerre contre l'Ukraine. Rome vient également de parapher des accords avec Alger et Luanda lors de son arrêt dans la capitale congolaise hier. Dans le cadre de son périple en Afrique, le ministre italien des Affaires étrangères a qualifié l'accord avec la République du Congo de crucial pour son pays. D'après Luigi Di Maio,
L'engagement de l'Italie continue pour réagir avec rapidité à la crise énergétique et diversifier les sources d'approvisionnement énergétique. Protéger les entreprises et les familles italiennes est pour nous un objectif primordial, ajoute Luigi Di Maio. Il s'exprimait aux côtés de son homologue congolais Jean-Claude Gakosso. Nous saluons donc avec une grande satisfaction la signature qui a eu lieu à Brazzaville d'une importante déclaration d'attente sur la coopération dans les secteurs de l'énergie et du gaz. On dit que l'économie moderne, c'est essentiellement l'énergie. C'est essentiellement l'énergie, que les batailles des temps modernes, c'est principalement autour des questions énergétiques. Et je crois que l'Italie, aujourd'hui, et le Congo confirment bien qu'ils sont sur la bonne voie, en travaillant la main dans la recherche, dans la production du pétrole. L'ancien président Mwai Kibaki, troisième chef de l'État de l'histoire du Kenya, est mort à l'âge de 90 ans. C'est un triste jour pour nous en tant que pays. Nous avons perdu un grand leader, a déclaré aujourd'hui l'actuel chef de l'État, Uhuru Kenyatta, sans préciser la cause du décès. Impliqué dans la politique kenyane depuis l'indépendance en 1963, Mwai Kibaki, ancien professeur d'économie, formé en Ouganda et à Londres, avait été élu en 2002 sur la promesse de lutter contre la corruption après plus de 20 ans de règne de l'autoritaire Daniel Arap Moi. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Puto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui au programme de VOA Afrique. La planète marque un événement important aujourd'hui en faveur de l'environnement. Il s'agit du Earth Day, comprenez le jour de la Terre qui a lieu tous les 22 avril de chaque année. Il permet de braquer les projecteurs sur les grands défis écologiques. Justement, un rapport de l'ONU indique que les gouvernements aux 4 coins du globe doivent agir vite car le changement climatique s'accélère à un rythme inquiétant. Le reportage de Julie Tabo est relaté par Blanche Sanou. Ces jeunes étudiants ramassent les déchets dans un parc boisé à Washington, D.C. L'élimination des espèces envahissantes aide les plantes indigènes à prospérer et les étudiants disent qu'ils ont l'impression de contribuer à une planète plus saine. Je veux que d'autres personnes de la même génération que nous puissent vivre les mêmes expériences que j'ai vécues à Rock Creek. Un récent rapport d'un panel des Nations Unies prédit que la planète se dirige vers une catastrophe environnementale si les gouvernements ne prennent pas immédiatement des mesures drastiques pour freiner le changement climatique. Les gros titres alarmants sur l'avenir de la Terre contribuent à ce que certains experts appellent l'éco-anxiété ou la détresse liée au changement climatique que l'on trouve en particulier chez les jeunes. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. D'autres, comme Amelia Lawlor, se sentent poussés à l'action. Je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, nous avons vraiment peur en ce moment. Il est vraiment dommage de se sentir impuissant.
Un message commun des experts est de contribuer par le biais de petites actions dans votre entourage à réduire l'empreinte carbone. Devenir politiquement actif est une autre façon pour les jeunes de faire face à leur éco-anxiété, comme on l'a vu avec la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. Pour les jeunes, voir quelqu'un comme Greta avoir l'impact qu'elle a et que les jeunes l'écoutent réellement et que les politiciens l'écoutent apporte vraiment de l'espoir. Lindsay Karkar rassemble d'autres personnes pour faire des nettoyages communautaires dans le but d'aider l'environnement local, mais cela représente aussi un exercice bénéfique pour le bien-être général des étudiants. Donc faire ce travail a un impact très rapide et tangible qui affecte la santé émotionnelle et environnementale des élèves et l'écosystème global. Investis dans notre planète, tel est le thème de la Journée mondiale de la Terre ce 22 avril. Je me sens soulagé quand il est sur le plateau parce que c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonsoir Roger. Bonsoir Jacques. La créativité, café, thé, hibiscus, la recette des couleurs d'un artiste soudanais. Exactement. Et c'est vraiment un artiste pas comme les autres. Hein. Comme vous l'avez si bien dit, café, thé, hibiscus ou encore pelure de fruits. Hein. On pourrait croire qu'il va rentrer en cuisine. Mais les ingrédients que le Soudanais Mouattaz Al-Fateh rassemble servent en fait à ses peintures. Oui, exactement, vous avez bien entendu. Dans sa galerie encombrée de nombreux tableaux représentant des scènes de la vie quotidienne au milieu de portraits de Soudanais en tenue traditionnelle ou de dessins abstraits. Cet habitant de Khartoum de 39 ans est intarissable sur ses pigments naturels. Rien qu'avec de feuilles d'hibiscus dont la tisane est prisée à travers l'Afrique, l'artiste ne peut tirer des pigments de bleu, peut tirer des pigments de bleu, de violet et de rouge, le café plutôt que de le boire. Jacques, il l'utilise pour peindre en marron, en beige et en doré. Et quand il doit utiliser du noir ou du gris dans ses dessins, il décortique quelques dates pour en écraser les noyaux. Pour élargir encore sa palette, il utilise des couleurs extraites de fruits du palmier doum et du baobab dans son grand pays désertique, le Soudan, où la forêt ne couvre que 10% des terres. Vous aimez sûrement, Jacques, je peux voir, vous avez adoré ce talent que cet artiste. Absolument. Roger, vous avez reçu le groupe Chalaban, qui fait un style hybride distinct de son afro-arabe et d'influence hongroise. Je ne connais pas, je vais... Oui, et toutes les paroles sont en arabe, Jacques. Ce groupe se concentre sur des styles musicaux marocains, des gnawa et hassani. L'artiste du jazz marocain Saïd Tichiti, fondateur du groupe Chalaban, basé à Budapest, en Hongrie, est ravi de diriger le groupe lors de sa première tournée en Amérique du Nord, de Montréal à New York, Miami et Los Angeles. Et bien sûr, un arrêt à la Nouvelle-Orléans. Je l'ai eu pour nous parler de son dernier album, Glémini, dans lequel il mentionne sa ville natale au sud du Maroc, loin des grands centres que nous connaissons tous, Casablanca et de Marrakech. Suivant. C'est bien pour vous parler des titres de mes albums. Sidna Bilal, c'est le symbole de la libération de l'homme noir dans le monde musulman. Donc Sidna Bilal, c'est la personne, la seule auquel les Gnawa, les Marocains noirs se réfèrent pour réclamer leur liberté. C'est notre symbole. Vous savez, toute musique traditionnelle, rituelle au Maroc est liée à un saint local au Maroc. Ça veut dire les Ahmad Shah, ils ont leur saint, les Issawa, c'est la même chose, ce sont les confréries religieuses qui ont leur tradition. Les Gnawa n'ont pas un marabout au Maroc, ils se réfèrent à Sidna Bilal qui était le muezzin du prophète à l'époque et qui symbolise la liberté de l'homme noir chez tous les musulmans. L'islam n'a pas lutté frontalement avec l'esclavage, mais il a fait un pas pour franchir l'esclave. Et Bilal était un homme d'origine éthiopienne franchi et qui est devenu libre et qui a une grande place chez les musulmans noirs. Et voilà, Jacques, c'est tout ce que nous avons prévu cette semaine pour nos téléspectateurs.
Merci bien, Roger. Vous revenez vendredi prochain. Mais si vous voulez bien, je reviens quand vous voulez. Absolument. D'ici là, comment on dit. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Pareillement. Merci. Et à la famille aussi. Merci. Merci bien, Roger. Au revoir. À très bientôt. Mais restez avec nous un petit peu sur le plateau. Pourquoi pas. Ouais. Alors, discriminer au Rwanda des aveugles en quête d'intégration par le massage. À Kigali, à travers son association Seeing Hands, comprenez les mains qui voient, la Rwando-Kenyane Beth Gadonier forme des personnes malvoyantes à l'art du massage afin de créer des emplois pour cette communauté victime de discrimination dans le pays, comme nous allons le voir avec Didi Diko. Comme tous les matins, Immaculée Karuhura, munie de sa canne, se rend dans les locaux de l'association Seeing Hands à Kigali. Cette Rwandaise de 35 ans a perdu la vue à l'âge de 3 ans. J'adore le métier de masseuse. Quand je masse un client, je me sens heureuse. J'ai l'impression d'échanger avec mes clients pendant les séances et ça me touche énormément. Grâce à l'association Seeing Hands, Immaculée a appris les différentes techniques de massage thérapeutique. Cette mère célibataire de 2 enfants peut désormais faire vivre sa famille de son métier. Cela n'a pas toujours été le cas. Les Rwandais nous considèrent comme des gens inutiles, des incapables. Ils pensent qu'on ne survit qu'en mendiant. Certains d'entre nous sont encore obligés de mendier parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler et de gagner leur vie. J'ai rencontré de nombreux employeurs, ils disent qu'ils vont me rappeler, mais ils ne me rappellent jamais. 5 ans après la création de l'association, Seeing Hands a formé une 50aine de personnes non-voyantes. Même si le centre de massage est devenu une adresse incontournable pour les expatriés, rares sont les Rwandais qui s'y rendent. Quand j'ai commencé à les former, je pensais pouvoir les placer facilement dans différents endroits au Rwanda. Mais à l'époque, personne n'était prêt à leur donner du boulot. J'ai donc dû me débrouiller pour leur trouver des clients. Selon Beth Gatonier, parmi les personnes atteintes de handicap au Rwanda, les non-voyants sont les plus discriminés. Ici pourtant, les clients apprécient la technique toute particulière des masseurs. Je savais que les malvoyants avaient un sens du toucher plus aiguisé que le nôtre et j'étais curieuse de découvrir comment ils massaient. J'adore cette sensation. Il y a une intensité qu'on ne retrouve pas chez un masseur qui n'est pas malvoyant. Dans le centre de massage Seeing Hands, les clients paient directement les masseurs, qui gagnent en moyenne près d'une centaine de dollars par mois. Plus tard, Beth Gatonier, la fondatrice, voudrait se retirer de l'association afin que les membres atteints de déficience visuelle la gèrent en complète autonomie. Et pour clore ce journal, au terme d'une campagne acharnée de 8 ans, un homme d'affaires sud-coréen, fan de Queen, a enfin réalisé son rêve, une statue grandeur nature de Freddie Mercury, la 2e au monde sur l'île touristique de Jeju. Même si la Corée du Sud est plus volontiers associée à la K-pop ou à son groupe culte BTS, Queen y jouit d'une énorme popularité. Quand il était adolescent, Baek Sun-yob, un homme d'affaires de 57 ans, originaire de Jeju et inconditionnel du groupe de rock britannique, avait l'habitude d'écouter des copies pirates de Freddie Mercury, le chanteur de Queen, mort de complications du sida en 1991. La musique de Queen était prohibée dans la Corée du Sud des années 1970, où le régime du dictateur militaire Park Chung-hee interdisait également aux hommes de se laisser pousser les cheveux. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres toute cette semaine. Rendez-vous avec Le Monde aujourd'hui dès lundi. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end. Merci, à très bientôt. Au revoir.